En un conseil, et ça c'est ingrat entre guillemets dans l'immobilier, mais en un conseil tu peux gagner 20, 30, 40, 50, 60 000 balles en fait. Le fait d'avoir cette chape un peu sur la tête, de dire en fait j'ai 33 ans et je suis déjà au max de ce que je peux faire, pour moi c'était trop dur. Mon premier appart que j'avais acheté, on n'était pas sur un gros montant, je crois qu'on était sur de l'ordre de 35 000 euros. Et en fait je me suis dit ok, si je me plante, le risque était pas énorme. Et puis je me suis dit si je me rate, en fait je le loue. Tu peux pas pousser un pendule vers le succès. Par contre, ce qui est hyper simple, c'est de forcer l'échec. Parce qu'en fait, t'apprends énormément dans l'échec. Et plus tu vas aller loin dans l'échec, plus tu vas donner de l'inertie au pendule pour aller loin dans ton succès. Allez voir vos opérations, itérez, échouez, revenez, corrigez, recommencez. Faisal était sage-femme, sans aucune expérience en immobilier, ni locatif, ni rien d'autre. Il s'est lancé en marchand de biens en 2022 à Châteauroux, en parallèle de son travail. Aujourd'hui, il est associé sur RM Léman et vise 20 millions de CA d'ici 5 ans. Il accompagne l'entrée de tous les nouveaux membres du cercle. Assurez-vous de bien rester jusqu'au bout car il va vous partager ses tips, astuces, hacks pour se lancer de la meilleure manière. Si vous avez peur de vous lancer, cette vidéo est faite pour vous. Il a eu la même peur et a vu cette même peur chez des dizaines de personnes qu'il a accompagnées. Vous êtes sur le podcast de la chaîne du Cercle des Marchands de Biens. C'est la chaîne où on va décortiquer les meilleures opérations des meilleurs marchands de biens. Hello Faisal, je suis hyper heureux de te recevoir au micro du Cercle des Marchands de Biens. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, sacré épisode et encore une fois, je suis très heureux de te recevoir. On a deux parties principales. On va parler de toi, Faisal, d'abord. Et puis ensuite, on va aussi parler, et c'est un peu l'originalité de l'épisode, de comment tu vas accompagner les nouveaux membres du Cercle, puisque c'est toi qui es onboarding manager, si je fais un peu un anglicisme de start-upper. Puis donc, c'est toi qui fais la partie accompagnement sur tous ceux qui vont démarrer dans le cadre du Cercle. Et donc, ça sera intéressant de comprendre un peu tes méthodes, les hacks, tout ce que tu as compris de comment faire mettre en performance un marchand de biens. Salut PE. Salut à tous, merci beaucoup pour l'invitation, ça me touche beaucoup. Je suis un peu stressé d'être là. Vous le verrez peut-être pendant les premières minutes. Mais écoute, ouais, je vais essayer de répondre à toutes tes questions. T'inquiète, il n'y a que des centaines de milliers bientôt d'auditeurs qui écouteront cette vidéo, donc on est entre nous, il n'y a pas de souci. Du coup, peut-être la première question, Faisal, tu as un parcours assez original, tu étais sage-femme et tu es devenu marchand de biens. Je pense que c'est à peu près la reconversion la plus improbable qu'on a eue au Cercle, ou en tout cas quasiment. Et il y a d'autres épisodes qui vont venir par la suite, qui parleront aussi de reconversion assez originale, mais celle-ci, elle est assez épique. C'était quoi ta vie en 2021-22, juste avant de vouloir être marchand de biens finalement ? 2021-2022, en effet, j'étais sage-femme. Après, ma spécialisation, c'était l'échographie. Donc, je regardais les bébés et je cherchais des malformations. J'étais sur la commune d'Évry dans le 91, un tout petit cabinet, on avait un super projet. Et en fait, l'idée, c'était de construire un village santé avec des gens super sympas, Antoine, Damien et sa conjointe Nathalie, et puis toute l'équipe d'ailleurs de la maison de santé d'Évry que je salue au passage si un jour on voit ce podcast. et en fait, le projet, il broutait un petit peu. Et j'avais dit à ma conjointe, écoute, en fait, si finalement ça se fait pas ou que ça devient vraiment compliqué entre l'été, en fait, c'est qu'on n'est pas fait pour être là et on va changer de vie. Et puis j'avais en tête cet après-Covid que tous les gens ont vécu enfermés, etc. Et que finalement, nous, on n'a pas du tout vécu enfermés parce qu'il fallait quand même aller voir les patients au cabinet et qu'il n'y avait pas grand monde qui bossait. Et donc, ouais, c'était assez particulier cette période. Et c'est à ce moment-là où ma conjointe m'a annoncé la grossesse de notre petit, qu'on apprend que notre projet se fait pas et qu'on avait envie de verre parce que finalement on s'est dit que on n'avait pas forcément envie d'élever un enfant en Île-de-France. En tout cas, c'était pas la vision que nous on en avait. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de pivoter et d'aller à Châteauroux avec un associé super sympa, Anthony Weber. Et puis voilà, en fait, le pivot s'est fait à ce moment-là. Ok. Et du coup, d'où vient le marchand, tu vois, parce que c'est quand même un choix pas anodin, c'est assez atypique. Comment ça devient de mémoire, si je reprends mes petites notes, tu avais fait 0 expérience en IMO, yes. 0 locatif. C'est assez original parce que la plupart des personnes qui vous candidatez, même pour le cercle, ont déjà fait un petit peu d'IMO, ou même les marchands qui sont dans le cercle ont fait un peu de locatif, ou un peu d'entrepreneuriat, ou autre. Comment ça t'est venu, en fait Comment ça t'est venu ? Ouais, en fait, le constat, c'était que je pouvais pas profiter de ma vie, quand bien même je gagnais bien ma vie, en faisant un cabinet. Pour plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'une fois que ton planning il est rempli et que tu es au maximum et que tu es au tarif de la sécurité sociale, en fait, tu sais déjà le montant maximal que tu vas gagner dans ta vie. Ensuite, il y a commencé à avoir un pivot qui est que le coût des machines était plus important et n'était que croissant et le tarif de la sécurité sociale bouge pas. Quand tu as une base sage-femme, même si tu fais des échos comme les gynécos,
pas le droit d'appliquer du dépassement d'honoraires, sauf cas ultra spécifique. Et du coup, tu te retrouves finalement, à ce moment-là, j'avais quel âge ? J'avais 33 ans, à avoir le top salaire que tu pourras avoir de toute ta vie. Une vie super bien, mais tu sais, ce sentiment de plafond de verre un petit peu qui est pas facile. En tout cas pour moi et un peu mon profil de vouloir toujours avancer, etc. Tu progresses, tu as des compétences qui sont de mieux en mieux, mais par contre, tu gagnes la même chose, quoi. C'est ça. Et puis je touchais aussi du doigt un truc assez frustrant, c'est que je pouvais pas aller plus loin. Parce que si tu bosses pas à l'hôpital, que t'es pas en hospital universitaire, t'as pas le diplôme, t'es pas médecin à proprement parler, t'es sage-femme, échographiste, quand bien même tu fais les mêmes actes, tu t'arrêtes au dépistage. En gros, quand t'es échographiste, t'as 2 typologies de manière de faire les échos. T'as ce qu'on appelle le dépistage, qui est ta conjointe est enceinte, D'accord. elle va avoir un enfant et on vérifie que l'enfant n'ait pas de malformation. Et puis la deuxième étape, c'est si jamais on trouve une malformation, tu fais ce qu'on appelle du diagnostic. Et là, c'est des gens qui ne voient que les fœtus ayant un problème. Et on va détailler un peu plus le pourquoi du comment. Et en fait, moi, j'avais énormément envie de bosser dans cet axe-là, mais en fait, tout ce qui était faisable dans cette direction-là, je le faisais déjà. Et je pouvais pas aller plus loin parce qu'après, il y a des questions réglementaires. Et voilà. Tu étais en train de faire de la détection de problèmes, comme ce que tu fais en fait aujourd'hui. Exactement. Et ce qui était méga dur pour moi, c'était cette frustration de dire t'as les capacités. Même mes collègues médecins avec qui je bossais, Laurence, coucou, me disaient c'est dommage que tu puisses pas aller plus loin, t'as les compétences, t'as les capacités, tu ferais un super bon échographiste de diagnostic, mais t'es bloqué en fait, t'as un plafond. Et moi, j'avais pas envie. Et du coup, le fait d'avoir cette chape un peu sur la tête, de dire en fait j'ai 33 ans et je suis déjà au max de ce que je peux faire, pour moi, c'était trop dur. Ok. Et le marchand, du coup ? Et du coup, le marchand, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, comment je peux décorréler, créer une asymétrie entre l'effort que je vais fournir et le temps de travail et le revenu que je vais générer. Eh bien, l'immobilier était un peu la voie la plus simple, puisque une fois que tu as fait tout ton travail pour mettre un élément locatif, eh bien ensuite, normalement, il est censé délivrer quasi facilement. Et donc à la base j'étais parti pour faire de l'investissement locatif et j'ai pivoté à Châteauroux pour ça. Chercher une ville où en gros avec un faible capital on puisse acquérir de nombreux immeubles. Et c'est pour ça que j'étais allé dans cette direction-là. Et puis j'ai rencontré un membre du cercle et en fait il me dit mais pourquoi tu veux faire du locatif ? Tu devrais faire du marchand de biens. Ah ok, intéressant. Et à ce moment-là c'était Arnaud qui faisait les calls et il m'appelle et il m'explique le truc. Et je dis, mais en fait, ça fait parfaitement sens ce que tu racontes. Du coup, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Je lui ai dit, ok, go, je vais faire ça et je vais essayer de le caler un peu dans mon agenda. Et c'est comme ça que je suis arrivé au marchand de biens. Mais vraiment, from scratch, d'une idée, entre guillemets, il y a un truc à faire dans l'immobilier avec une asymétrie de rendement. Et pour le coup, tu me connais un peu, moi, c'est plutôt chiffres et du coup, je me suis dit, ok, je vais aller dans cette direction. Et justement, tu dis Châteauroux parce que petit capital. T'avais combien pour te lancer concrètement ? Autour de 55 000 euros à peu près. Ok. Voilà, globalement, c'était vraiment un gros produit de la plus-value qu'on a fait en revendant notre RP. D'accord. Et l'idée étant de déménager dans un endroit où c'était un peu moins cher. Du coup, on a pu acquérir pour moins cher. D'accord. Et l'excédent, on l'a investi pour le coup dans le cercle. Moi, j'avais vraiment pris le parti de dire j'y connais vraiment rien du tout. Il y a des gens qui ont des expertises et qui, pour le coup, délivrent. Et finalement, j'irais beaucoup plus vite à mettre ces 50 000 euros avec ces personnes, de lever le capital quand j'ai besoin d'aller chercher des nouvelles opérations et de m'associer exactement. Et au final, mon retour sur investissement ira beaucoup plus vite que si j'essaye de le faire moi-même alors que j'y connais rien, que je vais mettre 50 000 euros et peut-être ça va mettre 2-3 ans pour le doubler, là où dans le cercle, tu vois, ça aurait mis peut-être 6 mois si je proratise, entre guillemets. En termes de temps, on aurait fait peut-être 2-3 fois plus sur la même durée. Et après, si tu reproratises, ça t'aurait mis 50 000, tu vois. Ok. Et justement, en fait, ça prouve un peu qu'on n'a pas besoin d'avoir des millions d'euros sur le compte en banque pour pouvoir se lancer. Ça, c'est déjà très cool parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais tu as une très forte réussite, honnêtement. Et même ce qui arrive dans le futur va être encore, a priori, encore mieux. Et deuxième truc qui je trouve intéressant, c'est que tout le monde pense qu'il faut aller sur des zones, tu vois, à haut rendement, avec des prix au mètre carré qui sont très élevés. Tu vois, les grandes villes, Paris, Lyon, Haute-Savoie, Bordeaux, etc. Là, tu es à Châteauroux.
Ouais. Enfin, quand tu fais du marchand à Châteauroux, du coup, c'est pour casser un petit peu les préjugés. Alors, Pas il d'ailleurs. y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Au moment où moi j'ai commencé, quand on était à Châteauroux, il y avait très peu de marchands. Je crois qu'il y en avait 2. Ouais. Donc ça, c'était pas mal. Et puis, avec la méthode du cercle, les connaissances, etc., c'était assez simple de se démarquer Ouais. des 2 autres qui étaient plutôt vieille école. Ok. Donc ça, c'était cool. Ok. Par contre, en fait, ça te demande d'avoir une maîtrise des différentes stratégies possibles Ok. et d'avoir cette capacité à croiser les stratégies Mhm. pour générer du rendement. Parce qu'en effet, on achète, on vend des mètres carrés. Je sais pas, tu fais une réno à 900 € du mètre carré. Ouais. C'est cool si tu es dans un secteur à 4000 du mètre, tu vas peut-être acheter, schématise vraiment brut, Ouais, brut, ouais, pas de souci. mais tu vas peut-être acheter 3002 et puis vendre 4007, tu vois, et tu vas mettre tes 900 et il va y avoir la marge. Est-ce que la marge, elle fait bien les 20%? Pour notre calcul là, on s'en fiche un peu, Hmm. mais c'est pour te dire un peu la moyenne d'écart. Quand tu es dans un secteur à entre 1002 et 1005 selon le produit que tu vends, Mhm. si tu fais 900 € du mètre carré, il faut presque qu'on te le donne. Et même des fois, si on te le donne, tu gagnes quand même pas d'argent. Donc, ça va te demander d'apprendre à vendre un produit beaucoup plus cher que ce qu'il vaut, Mhm. tout en maîtrisant tes coûts, sur en plus des tailles de prix où tu peux pas te planter, parce Ouais. que littéralement, c'est une petite ville. Si tu sors à 1000 mètres hors du centre-ville, bah, tu as une décote de 300 € du mètre carré. Ok. Sauf que 300 € du mètre carré, quand tu es sur un secteur à 3000, ça te fait une décote de 10%. Mhm. Quand tu es sur un secteur à 1500, ça te fait une décote de 20%. Sauf que 20%, c'est ta marge. Ah oui, ok. Et en fait, les curseurs sont à paramétrer de manière beaucoup plus fine. Ok. C'est aussi plus facile d'aller sur des gros produits, même si pour le coup, j'y suis pas allé. Ok. Pourquoi? L'occasion s'était pas présentée. Et puis, après, c'est une croyance personnelle, mais j'ai plus de difficultés à faire des flips, même si j'en ai fait un. D'accord. J'ai plus de difficultés à faire des flips. J'ai vraiment cette sensation qu'il faut apporter une création de valeur tangible. Ok. Même si en soi, quand tu fais un flip, tu fais une création de valeur, puisque tu trouves un client à un produit qui n'avait pas de client à un instant Ouais. T. Puis parfois, tu vois, ça résout des problématiques côté vendeur, en fait. Yes. Ou une succession. Une succession, il faut aller vite, et du coup, tu crées de la liquidité Un pour divorce. cette personne, Ouais. un divorce, etc. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, mais moi, j'avais besoin qu'elle se matérialise plus comme de la réno, ou Ok. comme résoudre un problème d'urbain, ou etc., Ouais, ok, plus c'est que de intéressant. trouver un client à un instant T. Presque une vision un peu politique du marchand, tu vois. De se Ouais, dire, et je pense que chacun apporte infuse une un peu sa personne et ce qu'il Intéressant. vibre dans la manière dont il bosse, tu vois. Donc, si je comprends bien, et pour résumer, l'idée c'est de dire sur Châteauroux, il n'y a pas des milliards de produits que je vais pouvoir adresser à l'année. Donc, je suis obligé de m'équiper de toutes les typologies, enfin Yes. de stratégies en termes de typologie d'opération pour être capable de dire dès qu'il y a une opération qui sort, je la saisis en fait. Mm. C'est ça? C'est exactement ça. Oh là là. Et la problématique que j'ai rencontrée ensuite, au moment où, on en parlera peut-être tout à l'heure, Ouais. mais où j'ai quitté Châteauroux, Mhm. c'est que je suis arrivé à un stade où, ok, j'avais rentré 5 opérations dans l'année, etc., c'est cool. Ouais. Mais en fait, je me suis dit, en fait, je visais, je crois, à ce moment-là, alors je suis très nul pour les chiffres Mhm. et pour me rappeler du passé. Les dates, les machins, Ouf, etc. on va faire Moi, la je vis dans le procession. Pas futur de ou problème. dans l'instant présent. Ok. Mais une fois que c'est passé, en fait, Ça ça marche. m'intéresse beaucoup moins. Ok. Et je me rappelle plus des montants, mais je me rappelle surtout de cette stat, c'est que je devais faire 22 opérations par an Ok. sur ma taille moyenne d'opération pour atteindre les objectifs que je voyais à terme. Et là, je me suis dit, ok, C'est beaucoup. ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop pour un mec tout seul, etc. Ouais. Et le moindre couac dans la machine, en fait, ça n'a pas marché. Julie, je crois que tu as interviewé en podcast Ouais, pour je le sais pas coup. si c'est sorti à ce moment-là, mais ouais, Ok. effectivement. Elle m'avait posé une question que, pour le coup, je n'avais pas du tout envisagé sous cet angle. C'est, est-ce que ton marché il est capable d'absorber 22 studios T2 que tu as rénovés, quasiment identiques? Parce que quand on fait 22 par an, en fait, il faut industrialiser les process. Ouais. Et elle me disait, est-ce que ton marché est capable d'absorber ça? Et en fait, même cette partie-là était importante. Parce que je crois qu'on atteignait 5% du volume de transactions du secteur sur lequel j'opérais. C'est énorme. Et en fait, ça commence à être relativement important. Ouais, ça marche pas. Tu vois, ça te fait 88 fois chez le notaire. En fait, tu arrives sur des trucs où, si t'es staffé, c'est OK. Mais si tu l'es pas et que t'es tout seul et que c'est pas des flips, en fait, ça devient compliqué. Et oui. Et donc, on peut faire un peu de marche partout. T'avais exploré
des stratégies comme de la vire ou tu vois, de la défisque ou des choses comme ça? Alors à ce moment-là, on était juste avant d'avoir tous les enseignements sur la vire dans le cercle. Ok. Donc non, à ce moment-là, j'avais pas cette partie-là de vire et de Normandie, etc., que j'ai eu plutôt au moment où j'étais sur le départ. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au démarrage, tu as gardé ton boulot à côté. Ouais. Et pas que au démarrage, du coup, parce que tu l'as lâché, je crois, l'année dernière. Je l'ai lâché officiellement en décembre, là, il y a 7 mois. Oh, waouh, ok. Et donc, bon, concrètement, parce que de ce que je comprends, tu avais quand même 2 temps plein en parallèle. Ouais. Comment tu as géré le truc? Parce que ça, c'est. Enfin, pour ceux qui connaissent pas Cézanne, il a une capacité de travail qui est colossale. Et comment tu t'y es pris? Enfin, je suis curieux de comprendre un petit peu ta vie, si tu veux nous projeter un petit peu. C'était pas facile, Ok. on va pas se mentir. Ok. Après, en fait, moi, je suis très process. Ouais. Et au moment où j'ai fait ce raisonnement-là de il faut faire 22 opérations, déjà, j'étais sur un constat, c'est qu'il faut changer de secteur. J'ai eu de la chance, entre guillemets, où l'univers m'a souri à ce moment-là, mais l'opportunité s'est présentée. Ouais. Mais en tout cas, ce que j'avais fait, c'est que j'avais organisé mon planning en me disant, globalement, un agent, quand il t'appelle, si tu vas pas visiter dans les 24-48 heures, en gros, si c'est vraiment un truc où il faut aller signer tout de suite, t'es mort. Donc, en fait, ce que j'avais fait, c'est que je bossais un jour sur 2. Et par contre, le jour où je bossais au cabinet, je finissais méga tard. Je crois que je finissais à 19h30, 20h et je commençais à 7h30, 8h. J'allais juste au CrossFit le midi pendant 1 heure, mais je mangeais sur le retour du CrossFit dans la voiture. Ou sur place quand j'avais une petite annulation ou quoi que ce soit. Mais par contre, ouais, c'est vrai que je voyais beaucoup de monde. Et en plus, moi, j'ai un problème, c'est que quand les gens viennent, je veux pas qu'ils se sentent gênés par le timing. C'est-à-dire que si ça prend 45 minutes ou 30 minutes, je veux pas qu'ils se disent au bout de 20 minutes, tu vois, que je commence à les presser. Ça, c'est un premier élément. Et en plus, quand il y a des malformations, quand il y a un truc, tu peux pas... par respect pour les gens et ils ont un besoin à ce moment-là, tu peux pas squeezer des trucs. Donc ça m'arrivait des fois de rentrer à 21h, etc. Mais en fait, je faisais ma journée éco, le lendemain, ma journée marchand de biens, etc. Mais j'avais vraiment compressé, ce qui fait que, en fait, je voyais tout mon volume et j'allais bosser le samedi matin, du coup. Mais je voyais, et l'après-midi, je faisais du marchand. Okay. Mais en fait, je voyais tout mon volume de la semaine que j'avais scindé comme ça en faisant des très très grosses journées et en me libérant, du coup, c'était mardi, jeudi, je crois, de mémoire. Mardi, jeudi et samedi après-midi pour faire du marchand de biens. Okay. Et par contre, dès que j'avais un trou au cabinet ou dès que je rentrais à la maison et que j'avais mangé, en fait, j'abattais de la recherche d'OP, je me levais un peu plus tôt, je recherchais les OP. Et en fait, les jours où j'étais dispo, c'était que pour faire des trucs que je pouvais pas faire en asynchrone. D'accord. Donc c'était que de la visite, que de la prospection terrain, que d'aller discuter avec les partenaires, etc. Okay. Et après, s'il me restait du temps, je remodélisais des dossiers, je passais en atelier, etc. C'est intéressant. Tu arrives à quantifier un petit peu le volume d'heures que tu passais sur le marchand et ton taf dans la semaine? De toute façon, c'est simple. Je continue toujours un peu à faire la même chose. Enfin, un peu moins en ce moment, mais 6h, 21h facile. 6 jours sur 7 et même pas, parce que le dimanche, en vrai, je bossais un peu quand même. Donc, aïe. Pas fou. À ce moment-là, du coup, ta vie perso, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à avoir du sport, une équipe de vie En fait, je me forçais à aller au CrossFit parce que c'était mon sas de décompression. D'accord. La chance que j'avais, c'est que ma femme, elle s'entraînait un peu à ce moment-là, donc voilà. Et après, ce que je faisais, c'est que quand je rentrais du boulot, je passais 1/2 heure, 45 minutes avec mon fils avant qu'il se lève. Et quand, par contre, tu vois, il se levait, alors je dis 6h, mais tu vois, quand c'était, je me lève à 6h, je bosse. Mon fils, il se réveillait à 7h15. Je passais 45 minutes avec lui avant qu'il aille à l'école, voilà. Et le dimanche matin après, en fait, je bossais. Mais dès que mon fils était un peu levé, je jouais avec lui. Dès que je pouvais, j'allais avec ma femme, etc. Mais le gros truc méga important, donc ma femme, on était ensemble déjà pendant longtemps avant. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Je t'aime, chérie. On l'embrasse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est un projet commun. Ouais. Et ça, je pense que si elle n'était pas là pour me dire ok, on le fait ensemble. Ouais. Et ma part du boulot, c'est on fait ensemble du marchand de biens, mais ma part du boulot, c'est que je fais pas du marchand de biens, je fais d'autres trucs pour que tu fasses du marchand de biens. Mais si je le fais pas, tu fais pas de marchand de biens. Ouais. Donc en fait, c'est un travail de groupe. Et après, tu vois, mon père, il a 72 ans, il a toujours bossé toute sa vie, il bosse encore.
Ok. porte des cartons, etc. Il a une épicerie. Ouais. Mais mon père, il a 72 ans aujourd'hui, il bosse encore 7 jours sur 7. Enfin, Ouais, c'est l'hygiène, en je fait. suis d'une famille de bosseurs, voilà. Mes frères, ils sont exceptionnels, ils bossent comme des dingues. Ma mère, elle bosse comme une dingue. Et en fait, on est d'une famille où en fait, le travail, c'est une valeur hyper importante. Mhm. Et du coup, c'est vrai que, en fait, c'est assez simple. Ok. Et il y a un autre élément, c'est que C'est quand simple, tu mais fais c'est un pas truc, facile. ouais, en fait, c'est un choix. Ouais. Tu sais, on avait discuté à un moment de cette histoire de vase et de dire, qu'est-ce que tu veux et t'as une quantité d'énergie limitée. Ouais. La question est juste comment tu alloues cette énergie. Et si tu fais le choix de dire, en fait, je mets tout pour le boulot parce qu'il faut que ça explose. Si tu veux des résultats exceptionnels, il faut faire des trucs exceptionnels, entre guillemets. Je dis pas que je vais avoir des résultats exceptionnels ou que j'en ai, mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais pas dire que j'ai pas donné le max et je pourrais pas regretter ce que j'ai fait. Et après, ce qui rend aussi la chose plus facile, c'est que si tu es aligné sur le pourquoi tu le fais, et ben en fait, tu vas pas du tout travailler de la même manière. Hmm. On en parle beaucoup avec mes associés, Bastien, Martial, salut. On les embrasse aussi. Ouais, on a embrassé beaucoup On de monde embrasse tout le aujourd'hui, on embrasse tout le monde. mais du coup, ouais, en fait, moi je vais au boulot, j'ai le sourire. Hmm. Je suis méga content. Quand j'allais faire des échos, j'étais méga content, les gens étaient sympas. Et puis, quand tu fais un truc que t'aimes, je pense que tu vibres pas la même chose. Et du coup, tu le vis pas de la même manière. Ouais. Je dis pas, t'as un boulot, ça se passe mal, et t'es en train de pivoter pour faire du marchand. Ouais, ça doit être super dur, je pense. Ouais. Ce que j'entends là, il y a déjà deux trucs, à mon sens, c'est ça vient casser tous les idées préconçues, tous les clichés sur le marchand de biens qui va bosser 4 heures par semaine et faire des millions d'euros. Voilà, vous l'avez compris, c'est un fantasme, hein, concrètement. Peut-être que ça arrive par chance, mais est-ce que c'est répétable et prédictible sur plusieurs années ? Je pense pas. Et puis, je pense qu'il y a un deuxième sujet, c'est de dire, il y a beaucoup de gens qui ont des sujets de projet, en fait, quand ils veulent faire du marchand. Et fondamentalement, pour avoir vendu du logiciel par le passé, quand tu achètes un logiciel en ligne, des banques en ligne, peu importe, t'achètes un truc et tu peux partir. Là, en fait, quand tu deviens marchand, ça reste quand même un projet de vie qui va transformer toi, mais aussi ta manière de te rémunérer, ta manière de travailler, ta manière d'évoluer au jour le jour, où tu es en fait peut-être en équipe, puis tu passes tout seul, parce que tu es entrepreneur. Et puis ça va aussi impacter probablement tout ton foyer, ta famille, etc. Donc c'est pas rare en fait d'avoir des entretiens de recrutement qu'on va faire où il faut aussi embarquer le compagnon, la compagne, parce que ça va percuter beaucoup de choses en fait. Oui, tu vas avoir de la liberté, oui, tu as des possibilités de rémunération qui sont incommensurablement supérieures, mais par contre, c'est certain que c'est un vrai projet, et nous, c'est pour ça qu'on est très sélectif, tu vois, à l'entrée, c'est qu'on veut accueillir que des gens qui ont envie de ce projet-là, et pas juste de faire ça un peu à l'arrache sur le côté, quoi. Et ce que tu viens de dire, ça confirme un peu ça, quoi. Ça me confirme que tu es bien dans la direction artistique du cercle, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et tu vois, je veux revenir sur un truc avec cette Ouais. histoire de marchand de biens qui bosse 4 heures par semaine. Ouais. En fait, souvent, ce que les gens voient pas, c'est que, tu sais, il y a cette équation qu'on avait balancée à un moment au séminaire, non pas au séminaire, au Workday Ouais. du cercle. Workday, c'est les 4 événements par an qu'on fait sur 2 jours, donc actuellement à Beauvais, qui vont peut-être bouger en termes de localisation, mais en tout cas, voilà, c'est 4 événements par jour, on fait des interventions, des tables rondes, bref, on échange sur différents sujets. Et en fait, on avait parlé un peu de, finalement, l'équation assez simple du marchand de biens, Ouais. qui est celle de tout commerçant. Qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je mets comme valeur, qu'est-ce que je vends. Et en fait, ce que les gens voient pas, c'est que le gars qui bosse 4 heures, en fait, lui, la valeur qu'il apporte, c'est son réseau. Et en fait, le temps qu'il passe à discuter avec d'autres personnes, où les gens se disent, en fait, lui, il bosse pas, en fait, cette personne-là, elle est en train de cultiver un réseau, et ce réseau-là, c'est la valeur qu'il va apporter quand il va recevoir une OP, entre guillemets, tombée nulle part, qu'il a eu en market et qu'il va pouvoir revendre en flip, où les gens vont se dire, il l'a acheté, il l'a revendu comme ça en quelques minutes. C'est tout ce travail de mise en place de canaux d'acquisition qui vont faire en sorte qu'il ait le produit qui arrive sans qu'il fournisse d'efforts, tu vois. Ouais. Et en fait, cette face cachée de l'iceberg, les gens la voient pas, ou alors la considèrent comme quelque chose n'étant pas du travail, tu vois. Comme les gens disent, mais en fait, tu te filmes sur Insta, c'est pas un taf, etc. Oui, non, moi, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais en fait, il y a des choses qui sont mises en place qui permettent de créer la valeur, et cette création de valeur-là, par définition, c'est le travail. Okay. C'est une forme de travail. Pour repartir un petit peu sur ton lancement, c'était quoi un peu ta plus grande peur avant de te lancer ? Qu'est-ce que tu te disais ? Et du coup, la deuxième question, désolé, j'en fais deux à la fois, mais c'est qu'est-ce que te disait ton entourage quand tu t'es lancé ? Parce que tu vois, c'est un choix qui n'est pas anodin, on l'a vu, c'est un sujet de projet.
Comment c'est vu et qu'est-ce que tu ressentais toi? Déjà sur l'entourage, moi, comme je disais, j'ai une famille de bosseurs, mais j'ai aussi la chance d'avoir des parents qui m'ont donné une éducation avec une phrase très très simple, c'est que tu peux tout faire. Mhm. En fait, c'est qu'une question de volonté. Et du coup, là-dessus, je me suis jamais dit, je peux pas être marchand de biens, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Et du coup, j'avais aucune crainte sur le fait de réussir quelque chose. Par contre, la crainte que j'avais, c'était plutôt sur les montants. Ok. Quand bien même ça reste un crédit et que si jamais tu te plantes, bah, le bien garde quand même une valeur. Tu pars sur des montants où le commun des mortels, entre guillemets, n'a pas l'habitude de se positionner pour des achats comme ça. Je sais pas, t'achètes une maison à 250 000 balles, c'est pas la même. Alors du coup, Châteauroux m'a beaucoup aidé là-dessus parce que c'est des tout petits produits. Ouais. Mon premier appart que j'avais acheté, on n'était pas sur un gros montant. Je crois qu'on était sur de l'ordre de 35 000 euros. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ok, si je me plante, 35 000 euros, ça va. Ouais. Je vais travailler, mais je vais réussir à les avoir. En plus, j'ai de la chance, j'avais plutôt un bon job, donc le risque était pas énorme. Okay. Et puis je me suis dit, si je me rate, en fait, je le loue. Mm. Et en fait, commencer petit sur un petit produit assez simple, facilement appréhendable. C'était un studio qui était occupé par une personne. Ouais. Et cette personne, en fait, elle a déménagé sur Paris et elle a mis à disposition le logement pour 4 de ses cousins. Ils étaient 4 dans un studio. Oh, wow. Et il y avait un problème, ils n'arrivaient pas à le vendre et en plus, il était un peu dans un sale état. Et moi, en fait, je suis venu, marchand, il y a un problème, le produit ne se vend pas, j'ai négocié, j'ai acheté, nickel. Ok. Et du coup, en fait, le risque n'était pas énorme. Bien localisé, hyper centre de Châteauroux. Ok. J'avais une sortie identifiée, j'avais même 2 sorties identifiées. On a vendu à un investisseur pour faire du Airbnb. On pouvait le vendre à un locataire. On pouvait le vendre aussi à des parents qui voulaient héberger leur enfant parce qu'il y a une fac à Châteauroux. Ok. Et en fait, le persona étant suffisamment large, et en plus j'avais une porte de sortie, et bien en fait, pour moi le risque était suffisamment jugulé pour que je me déstresse. D'accord. Et je me rappelle très bien, j'avais dit à Watif, je commence par une toute petite OP, et en fait ça va juste casser la barrière psychologique que j'ai de dire on peut faire autre chose que d'habiter dans une maison ou un appartement. Ouais. Et dès que je l'aurai fait, tu vas voir, je vais avoir le déclic et ça va aller très vite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Intéressant. Donc si je comprends bien, en fait ton entourage te disait bon en vrai tu risques rien, vas-y fonce. C'est ça. T'avais quand même embarqué ta femme dans le projet en se disant ok c'est un projet d'équipe donc si t'es pas là pour me supporter derrière ça marche pas. C'est ça. Et d'un autre côté toi t'avais pas forcément de peur et tu t'es rassurant en commençant en limitant le risque, en sécurisant ton opération pour te rassurer sur la première OP et puis ensuite déchaîner les enfers sur les prochaines quoi. C'est un peu ça. En fait ouais exactement. Moi je fonctionne de façon toujours un peu de la même manière. C'est-à-dire que je sais que si tu vois t'as ta zone de confort, on va imaginer un cercle entre guillemets. Si je vais trop loin en dehors de ma zone de confort, je vais être trop stressé, je vais avoir trop peur ou quoi que ce soit. Et du coup, je sais que au-delà d'un certain écart type par rapport à ma zone de confort, je vais avoir tendance à prendre des décisions un peu irrationnelles. D'accord. Alors que si je sors un peu de ma zone de confort, que je réussis ce que je fais, et bien en fait, je vais pouvoir renouveler l'opération une deuxième fois, une troisième fois, et tout doucement, cette zone de confort, elle va atteindre la zone dans laquelle j'ai, et je vais y aller par palier croissant. Okay. Ce que 1 milliard d'influenceurs et d'enseignants et d'accompagnants t'expliquent très facilement, hein. Mais mine de rien, c'est assez basique. Ouais. Mais c'est hyper important de le savoir, se connaître et du coup savoir comment se rassurer. Et du coup, quand t'as dit que t'allais arrêter ton métier, qu'est-ce qu'on t'a dit autour de toi ? Pas facile. Pas facile ? Pas facile parce que c'est un métier extrêmement sympa. Ouais. Enfin, je veux dire... Même toi aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'as ressenti, toi ? Enfin, tu vois, d'abord, première question, c'est autour de toi, qu'est-ce qu'on a dit ? Et toi, qu'est-ce que t'as ressenti ? Parce que vous l'avez compris au début de l'épisode, Faisal, c'est quelqu'un de très passionné, qui adore. Et même hier soir, on en parlait, on a dormi à l'hôtel dans la même chambre. Et en fait, on se parlait du métier. Et c'est vrai qu'on aurait pu en parler pendant des heures parce que t'es quelqu'un de très passionné. Du coup, je suis curieux de savoir un peu toi aussi comment tu t'es ressenti là-dessus, quoi. Bah, en fait, alors déjà, l'entourage, la plupart des collègues m'ont fait des retours en pourquoi tu fais ça. Déjà, il y a un rapport à l'argent en France qui est assez tabou. Et cette notion pour les gens de dire que tu y vas aussi pour gagner mieux ta vie ou différemment, ça passe pas forcément toujours. D'autant plus que, en effet, je suis quelqu'un de très passionné et que ça se ressentait vis-à-vis des patients. Je pense que sur les 10 années où j'ai fait de l'écho, j'ai jamais eu une note. Enfin, ma fiche Google était à 5 étoiles.
Ok. sur, je sais pas, plus de 150 avis, etc. Et c'est extrêmement rare que j'ai des gens qui soient déçus, sans vouloir me jeter des fleurs. Ouais. Mais ça avait un coût. J'étais très investi vis-à-vis des gens. Et c'est vrai que mes collègues m'ont assez facilement dit, en fait, pourquoi t'arrêtes ? Tout le monde t'apprécie, tu fournis un bon boulot, il y a un besoin en santé aussi qui est très important, et en fait, t'abandonnes le bateau, quoi. Mais je sais que j'aurais été aigri, et je suis pas partisan d'être cette personne qui va faire des soins en étant dégoûté d'être là. Ouais, ok. Parce qu'en fait, surtout dans un métier où les gens vont rencontrer pour la première fois leur enfant, et que 95% des moments où tu fais l'écho, il n'y a pas de problème. En fait, si t'es aigri, tu vas gâcher leur moment, en fait. Tu sais, je suis très dans l'idée de pas prolonger ce genre de choses, et en fait, ça aurait pas été une bonne chose. J'aurais regretté, je pense, d'être là à contre-cœur. Et je pense que les gens l'auraient ressenti aussi. Donc, voilà, j'ai fait mon choix. Après, tout le monde savait un peu dès le début que j'étais comme ça. J'ai toujours eu plein de projets, side business à côté, side project à côté. Donc, pas de surprise là-dessus. Et à titre perso, c'était pas facile parce que j'adorais vraiment mon job, mais j'avais vraiment cette sensation, comme je disais au début, d'avoir cette chape, ce plafond, de pas pouvoir aller plus loin. Et moi, si je sais que je peux pas aller plus loin, et en fait, je préfère arrêter. J'ai vraiment cet impératif d'apprendre, de créer, d'avancer. Sinon, en fait, j'ai l'impression que je suis en train de mourir, tu vois. Ouais, je comprends. C'est excessif, mais c'est ma perception. Et je sais que ça s'arrêtera jamais, tu vois. Et j'aurais pu faire marchand de biens, j'aurais pu vendre des chaussettes. Vraiment, il fallait juste que je trouve un truc qui éveille suffisamment de curiosité et dont le défi est suffisamment grand pour que j'y aille. Et qui apporte une plus-value au marché. Ouais, il y avait ça aussi. Et après, pour être tout à fait sincère, j'avais pas mal échangé avec Samsung, avec qui je bossais pour de la formation en échographie, etc. D'ailleurs, toute l'équipe de Samsung, je vous salue. Et il y en a 2-3 qui avaient prédit que j'allais changer bien avant que je change. Donc merci à vous d'avoir cru en moi. Il m'avait fait un petit déclic un jour et il m'avait dit que j'allais pivoter si j'avançais pas. Au moins 2 ans avant que j'arrête l'écho. Donc ça, c'était assez fou d'avoir perçu ça en moi. Énorme. Et en fait, ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est qu'avec l'équipe, on avait commencé à travailler sur l'intelligence artificielle avant qu'il y ait ChatGPT, etc., machin, dans la reconnaissance d'imagerie. Et en fait, je me suis dit, si ce truc-là, il sort et qu'il se développe suffisamment, très sincèrement, mon job va dramatiquement changer dans les 10 prochaines années. Et il va rester la partie humaine que j'aime beaucoup. Mais sous ce prisme de lecture-là, est-ce qu'il ne faut pas que j'anticipe ma vie au regard de l'intelligence artificielle, au regard des changements qui se passent dans le monde ? Et il y a eu comme ça plein de petits... je sais pas comment dire, des signaux faibles. Ouais, je vois. Tu vois, genre, un jour, une fois, j'ai eu une patiente qui est pas venue à mon rendez-vous parce qu'en fait, elle avait rendez-vous avec son coiffeur. Et à ce moment-là, alors ça, c'était un moment où, pour le coup, je lui faisais qu'une consulte. Consulte était à 23 €, je crois, un truc dans le genre. D'accord. Et la coiffeuse a facturé, je crois, 100 balles. Ah oui. Et là, moi, je me suis dit, mon job, ça va être de traiter de génétique pour cette dame qui a un souci potentiel et pour lequel on doit faire des tests approfondis, et je lui demande de venir par rapport à ça. Et en fait, la facturation est complètement asymétrique par rapport à je vais me faire couper les cheveux. Et j'ai rien contre les coiffeuses, bien entendu. Ouais, non, mais bien sûr. C'est eux qui ont compris, tu vois. Mais je me suis dit, ok, en fait, ça peut pas le faire. Il y a un moment, l'écart, il peut pas être aussi important sur des choses aussi vitales que la santé, etc. Bien sûr. Et en fait, tous ces petits éléments mis bout à bout m'ont fait un peu changer, tu vois. Le fait que tout le monde soit un peu dans le désengagement, le fait qu'on abandonne le système de santé français, etc. J'ai trouvé ça de plus en plus difficile, avec de plus en plus d'éléments qui m'indiquaient la porte de sortie, et puis moi-même qui avais cette volonté, ma conjointe qui voulait changer, et en fait, tu mets tout ça bout à bout. Ouais, c'est ça. En fait, ça m'a poussé à partir, et c'est passé au-delà de la passion, de tout ce que j'aimais, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie de maintenant, Ouais. du coup Donc là, aujourd'hui, tu es associé chez RM Léman, ce qui est une grosse boîte en marchand de biens aujourd'hui, qui est assez structurée, qui va être de plus en plus structurée. Vous avez fait des recrutements, enfin...
C'est assez atypique en marchand de biens, donc je suis chaud si tu peux nous en parler. Yes. Je pense qu'il y aura un épisode qui sera avec tes associés, du coup, dédié, tu vois, à l'équipe. Donc, on pourra parler vraiment plus en détail. D'ailleurs, si ça vous intéresse en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre des questions. Comme ça, on fera l'épisode, en fait. Mais du coup, si tu peux nous expliquer un peu à quoi ressemble ta vie aujourd'hui, comment tu fais pour trouver les OP, un peu tout ton système, en fait, de marchand de biens aujourd'hui, ça serait vraiment cool. Et tout à l'heure, on parlait du fait que j'avais ce constat de me dire faut que je fasse beaucoup plus d'OP, peut-être un peu trop. Ouais. Et on part au séminaire du cercle à Marrakech. Ouais. Et moi, je suis un peu barge par moment et j'ai toujours besoin, quand tout se passe bien dans ma vie, de faire des trucs un peu dingues. Donc, je fais jamais de trail, je cours jamais. Et on est dans le désert à Marrakech. Ouais. Et je décide d'aller faire un trail à 12h30 en plein cagnard. Donc je commence à courir au milieu des dunes et en fait il y a un chien sauvage de l'autre côté d'une dune. Et alors faut savoir que 50 personnes, je crois, non une dizaine de personnes, je crois, meurent chaque année dans le désert marocain attaquées par des chiens sauvages. Et donc en fait il y a un chien sauvage qui commence à me suivre un petit peu. Donc je recours dans l'autre sens en lui jetant une pierre et en partant assez vite. Et en fait, on reprend le bus le lendemain pour revenir à l'hôtel. Et en fait, Bastien, qui est mon associé du coup actuel, s'assoit à côté de moi avec Martial. On discute dans le bus, je les connaissais absolument pas. Et on parle de cette histoire, puisque lui-même est allé courir, entendant que j'étais allé courir. Et lui-même s'était fait attaquer par un chien sauvage. Et personne ne nous croyait. Et du coup, on en parle, etc. Et Martial, il nous disait qu'on était complètement fous. On se met à parler de ça. Et puis, en fait, ils me disent un truc qui m'avait vraiment marqué à ce moment-là, qui était, en fait, tu sais que si tu fais la même opération que chez nous, tu rajoutes un 0 sur ta marge. Et en fait, dans la tête, je me suis dit, bon, ok, du coup, par définition, si on fait ça, ça veut dire qu'au lieu de faire 22 opérations, j'en ai besoin d'en faire que 2,2. Ouais. Bah en fait, moi, c'était vite fait. Et en fait, ils me disent, bah si tu veux, à un moment, on se pose, on boit un café, etc. Donc, je reviens les voir assez régulièrement, on se met à échanger. Et puis, en fait, chercher des OP sur place, une fois de temps en temps avec eux. Et en cherchant des OP, bah il y avait des moments, ils avaient besoin d'un petit coup de pouce. Puis, bah... Tu sais, moi, je donne la patte assez facilement. Et puis, quand quelqu'un te tend la main ou te propose de bosser ensemble, bah, tu files un coup de pouce. Et c'est un peu ce que j'avais commencé à faire. Ouais. Et en parallèle de ça, j'avais fait une grosse négo assez épique, puisque initialement, c'était une nana qui vendait un immeuble à 960 000 €, prix affiché de départ. Elle l'avait énormément raboté, puisqu'il était en vente pendant 5 ans. Il était descendu à 560. Wow. Et moi, je l'avais signé à 360. Waouh. Ah ouais. Ouais. Et je pense que ça a fait un petit déclic dans la tête de mes associés. Et puis, on s'entendait aussi super bien. Et on est très porté sur le côté humain et le fait qu'on s'entende bien, etc. Et l'équipe était vraiment cool. Tu vois, il y a une assistante de direction, Pauline, qui est vraiment tip-top. Damien, qui est vraiment génial, qui est un peu notre responsable technique. On a une boîte de travaux, Samir, qui est excellent, et le mec, il va vraiment dans le détail. Karine, qui l'accompagne, et qui fignole plein de petites choses. Et franchement, l'équipe était vraiment, et toujours d'ailleurs, vraiment très cool. Okay. Et en fait, moi, j'avais vraiment cette volonté et cette croyance aussi de bosser en équipe, parce que je pars du principe que c'est mieux de maximiser ses forces et de les mettre à disposition d'une équipe plutôt que d'essayer d'être bon partout et finalement de couvrir tout le terrain. Ouais. Je pense que vraiment que 1 + 1 ça fait pas 2 dans le business, ça va faire 3, 4, 5 selon l'énergie que tu vas mettre, tu vois. C'est intéressant. Et donc en fait ils m'ont proposé de m'associer avec eux. Et moi j'ai accepté et du coup on a commencé à bosser ensemble. On a revu un peu ensemble les objectifs. On est d'ailleurs en train de travailler avec l'équipe du cercle là-dessus pour préparer la suite. Carrément. Et en effet on s'est fixé un gros leitmotiv qui est d'atteindre 20 millions € de chiffre d'affaires annualisé d'ici 2030. Donc on est passé vraiment de j'achète un appart à 30 000 balles à 20 millions € de chiffre d'affaires. Okay. Et là... En maintenant des marges, nous on a une marge moyenne de 23,7%, je crois. Okay. Et là on a 23 opérations en cours actuellement, alors avec des associations, etc. Voilà. Et on œuvre principalement dans le Chablais avec vraiment une expertise qui couvre tout. On fait du flip jusqu'aux rénovations, transformations d'usines en immeubles, en appartements haut de gamme. Enfin vraiment on touche à tout.
En fait, tout ce qui est faisable dans le marchand de biens et même dans le locatif, parce qu'on a développé du locatif à côté, on a une boîte de travaux, mais tout ce qui touche finalement à l'immobilier, on a un pied dedans. En gros, là, notre système d'acquisition, c'est surtout beaucoup de travail de Martial et Bastien, parce que ça fait 6 ans que la boîte elle existe. Et en fait, la grosse valeur, c'est ces 6 années à avoir beaucoup échangé avec les agents immobiliers. Et en fait, eux, au moment où ils sont arrivés, c'était vraiment toutes les semaines, ils devaient au moins manger 1 à 2 fois par semaine avec un agent immobilier, rentrer le maximum d'agents immobiliers dans le pipe, connaître tous les partenaires. Okay. Puis, il faut pas se mentir, Marcel, il est investisseur locatif sur ce secteur-là depuis une 20aine d'années. Bastien est super implanté sur Morzine et en station. Et du coup, forcément, il y a tout un écosystème autour d'eux qui est bien présent. Ouais. Et nous, là, on va essayer, parce que du coup, je suis arrivé il y a 2 ans et je suis en train de travailler justement ce développement de réseau. Et d'ailleurs, si vous êtes agent immobilier sur ce secteur, n'hésitez pas à m'appeler. On se rencontre, on boit un café avec plaisir. La notion de partenariat pour nous, c'est pas juste de faire du business ensemble, c'est vraiment d'aider les gens et les agents pour le coup à travailler leurs produits et à les commercialiser et eux aussi à faire correctement leur boulot, même s'il y en a beaucoup qui le font bien. Et du coup, en fait, on est en train de retravailler toute une stratégie qu'on va mettre en place à partir du mois de septembre. Je ne peux pas trop la divulguer, mais il y a tout un élément dans le pipe où à la lumière de tout ce qu'on a appris et des réseaux sociaux et du savoir qu'on a accumulé, qu'on va redistribuer vers les agents immobiliers sur le secteur. Intéressant, du coup rendez-vous sur la deuxième partie de l'année, on fera un épisode avec plaisir. Pour divulguer toutes les informations au top. Avec plaisir. Trop bien. Donc ça, c'est la partie acquisition. En gros, souvent, on nous amène les dossiers et puis nous, on a toute une veille, etc., assez classique du marchand de biens. Contrairement au début où... Mais si je rebondis, j'entends quand même que ça casse aussi le cliché du marchand de biens qui reste derrière son canapé à faire du scrapping de moteur IMO, tu vois. Enfin, il faut aller sur le terrain, tu vois. Ouais, faut aller sur le terrain. Faut aller sur le terrain. Et plus t'es au début et plus tu vas sur le terrain. Ouais, ok. Après, c'est sûr que si tout le monde te connaît et que tout le monde sait que t'es le seul à pouvoir faire cette OP, en fait, les gens t'appellent, surtout si ça fait 10 ans que t'es là, tu vois. Maintenant, si tu viens d'arriver que personne te connaît, personne va décrocher son téléphone pour t'appeler parce que personne ne sait que t'existes. Donc, en fait, il va falloir sortir de chez toi et aller sur le terrain et puis visiter et apprendre. Ensuite, tout ce qui va être montage, en fait, ça va être nous, l'un des 3 associés pour le coup, qui allons faire cette partie. Là, on est en train de revoir un peu l'orga, mais ce qui se fait actuellement, c'est que Martial et moi, on est plutôt sur le Bas-Chablais. Moi, je suis plutôt côté Est, après Thonon, donc tout ce qui va être Évian, Publié, Lugrain, jusqu'à la frontière vers Saint-Gingolph. Et puis, Martial va faire plutôt l'autre côté. Il va aussi pas mal chapeauter les associations qui sont sur le secteur. On a aussi quelques opérations sur Bordeaux, donc peu importe où vous êtes en France, si vous avez des grosses OP et que vous voulez nous les envoyer, n'hésitez pas. Et après, Bastien va être beaucoup sur les stations, parce que les ventes de produits immobiliers en station, c'est vraiment une expertise. Tu vois, c'est un truc qui a absolument rien à voir. Intéressant. Un exemple tout bête, c'est que typiquement, les Anglais adorent avoir un chiotte quasiment par habitant, et si tu le sais pas, tu vends pas ton produit. Waouh. Et il y a plein de trucs comme ça où en fait tu peux vraiment te faire avoir, et sur des produits à 700 000 balles, 800 000 balles pour un 60 mètres carrés, 70 mètres carrés, en fait ça fait très très mal de se tromper. Tu m'étonnes. Ok, intéressant. Avant de passer sur la deuxième partie, sur l'accueil des nouveaux arrivants et donc les patterns communs que tu peux voir sur les gens qui arrivent et inversement. Donc là, on va vraiment passer, tu vois, sur la partie plus hack, astuces, etc., de ce que tu as pu comprendre. Si tu pouvais parler au Faisal de 2021, tu lui dirais quoi ? Continue à te faire confiance envers et contre tout. Continue à te faire mal. On parlait du pendule pour un truc qui avait absolument rien à voir. Mais je crois vraiment, il y a Darren Hardy qui avait fait un super podcast, je vous conseille de l'écouter, où en fait il dit que tu peux pas pousser un pendule vers le succès. C'est hyper dur de forcer le succès. Par contre, ce qui est hyper simple, et je pense que ça fera une super transition, c'est de forcer l'échec. Parce qu'en fait, tu apprends énormément dans l'échec, et plus tu vas aller loin dans l'échec, plus tu vas donner de l'inertie au pendule pour aller loin dans ton succès. Et du coup, faire des choses qui te sortent de ta zone de confort, aller te prendre des noms parce que t'es allé négocier, aller te prendre des noms parce que t'as proposé un montage un peu différent, aller te prendre des noms parce que ton client, ton artisan, il veut pas ce prix-là ou quoi que ce soit. En fait, ça fait qu'à un moment, tu vas avoir un oui. Et que ça va te montrer que c'est possible, ça va montrer aux autres qu'en fait c'est faisable. Du coup, tu vas avoir un exemple et tu vas pouvoir itérer là-dessus. Ok.
Et bah, si tu veux qu'on pivote un peu sur mon leitmotiv que je donne aux membres du cercle quand ils arrivent, c'est en fait, la manière dont on fait le onboarding actuellement, c'est que pendant 3 mois, on accompagne de manière assez rapprochée les nouveaux membres, au minimum une fois par semaine. En plus, on est dispo pour les questions-réponses, il y a les ateliers en plus, etc. Mais déjà, de manière forcée, il y a quasiment un rendez-vous une fois par semaine. Ouais. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est vous avez 3 mois pour vous planter le maximum possible et faire toutes les erreurs. On est vraiment votre filet de sécurité. Et plus vite vous ferez ces erreurs, et plus vite, en fait, vous irez à la réussite. Ouais. Comme une start-up, tu vois. Et je suis fan d'Elon Musk sur sa manière de... Fallait que je le place à un moment. Ouais, c'est sûr. Alors, pas sur tout, mais vraiment sur sa capacité à itérer. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime bien dans les startups, c'est le fait de, OK, on change ce truc, on va le tester tout de suite sur le marché. Ça marche mieux, moins bien. On a des stats, etc. Et en fait, on a fait ça pendant 1 an et demi. On a changé plein de choses. On a changé notre formule plein de fois. Là, on a la secret sauce du onboarding. Et vraiment, en fait, il y a une grosse partie où c'est aller voir vos opérations, itérer, échouer, revenez, corriger, recommencer. Ouais. On va en reparler de la sauce secrète qu'on a trouvée. Du coup, je pense que tu as accueilli quasiment une centaine de personnes chez nous. Ce qui est, à l'échelle du cercle, énorme parce que c'est plus de la moitié des membres actuels. Bien plus que la moitié même. Et c'est quoi la peur numéro 1 que tu vois chez les gens qui arrivent et un peu les patterns, donc les schémas un peu similaires que tu vois dans le positif et dans le négatif? Il va y avoir différents types de profils, mais la peur numéro 1, ça va être de se rassurer sur le fait que ce soit une bonne opération. D'accord. Ça, c'est vraiment la crainte max. Ouais. Et le plus dur pour ces gens-là, ça va être de comprendre qu'un marchand de biens, il ne peut pas éliminer à 100% le risque. Ouais. En tout cas, c'est assez difficile. C'est pas impossible, hein, ça, c'est faisable. Mais par contre, ce qu'il doit apprendre, c'est à juguler le risque. C'est à mettre des garde-fous pour que si on se retrouve dans une situation où c'était justement pas ce qu'on voulait, on ait une porte de sortie. Okay. Ouais. Et à ce moment-là, si le risque il se produit, bah, t'y laisses le moins de plumes possible et tu sors et puis tant pis quoi. Okay. T'as juste perdu du temps ou un petit peu d'argent si des fois c'est nécessaire. Ouais. Et la deuxième crainte, ça va être tout ce qui va être financement, etc. C'est vrai que à côté, moi je côtoie aussi pas mal de marchands de biens. C'est vrai que le fait que les marchands de biens aient beaucoup de problématiques vis-à-vis des banques et du financement, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le cercle. Ouais. Et comme il y a beaucoup ce discours qui tourne en dehors du cercle, les gens se disent bah en fait c'est le cas pour tous les marchands alors que c'est pas le cas pour nos marchands. Ouais, bien sûr. Sauf si bien sûr ils font des choses sur lesquelles bah, nous on avait dit qu'il y avait un risque et voilà, tout le monde est responsable. C'est pas parce que les accompagnants, les coachs ils te disent bah là moi je trouve qu'il y a ce risque là et à cause de ça j'irai pas que tu fais pas l'opération. Ouais. Ou alors c'est pas parce qu'on a mis un chiffre type faut faire 20% de marge que si t'en fais 17 faut pas faire l'OP ou si t'en fais 23 faut absolument faire l'OP. Ouais. En fait après la personne décide. Nous en fait on est là pour les accompagner et pas pour faire à leur place. Bien sûr. Toi, tu as le leitmotiv que tu dis à chaque fois, la catchphrase, là, done with you and not done for you. Ouais. On fait avec vous et pas pour vous. L'idée, c'est pas qu'on rentre des docs en disant bah, l'OPL tourne, allez-y, etc. Ah ouais. L'idée, c'est de dire bah, y a ça, il y a tel risque. Et en fait, toi, comment tu vois le truc? Nous, on le verrait plutôt comme ça et jugule le risque. Quoi. Bon, si je résume, en fait, on ne fait pas du consulting, on ne fait pas la place. Et surtout, en fait, notre travail, c'est qu'on soit le plus inutile possible, tu vois, le plus rapidement possible. Donc, en gros, que vous soyez hyper fort le plus vite possible. Yes. La réalité, c'est que bah, le marchand, c'est infini comme possibilité. Et donc, tu as toujours besoin, en fait, et plus tu vas sur des grosses OP, et plus, en fait, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va être capable de te regarder les angles morts sur une opération et peut-être te dérisquer pour X ou Y raison. Et donc, en réalité, on n'est jamais inutile. Mais je trouve que l'impact est toujours intéressant, notamment dans les premières opérations. D'ailleurs, tu vois, j'entends souvent un truc et j'en ai parlé un peu avec Julie, c'est je vais faire la première OP tranquille de mon coin, et puis ensuite je viendrai dans le cercle. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas pour vendre le cercle, mais tu vois, d'expérience, j'ai eu beaucoup de personnes en rendez-vous de recrutement qui se sont vraiment plantées sur la première opération, et en fait, ça peut même te dégoûter du marchand, alors qu'en fait, tu vois ça comme une porte de sortie vers ton salariat. Donc je suis curieux de savoir un peu toi ce que t'en penses. Peut-être que tu vas me dire qu'en fait c'est très bien de faire tout seul. Enfin voilà, je suis curieux de savoir. Non, pour le coup, je suis pas très fan de cette approche. D'accord. Parce que déjà, qui t'a payé, on va parler cash, hein, ouais, qui t'a payé,
autant commencer de zéro et apprendre tout de suite la bonne méthode. Si tu fais ta première opération et qu'ensuite tu mets du cash et en fait tu bénéficies pas sur ta première opération de ce bénéfice, mais par contre tu vas quand même payer le même prix. Ouais. Donc déjà c'est un peu contre-intuitif. Donc il y a déjà cet élément-là. Et ensuite le deuxième élément, c'est que très sincèrement, le nombre d'opérations qu'on corrige. En plus, t'es là quand on fait les trucs avec Ben, la journée de onboarding. Ouais. On demande aux membres qui ont déjà des OP, voire même déjà des marchands établis, de venir avec des OP. Et en fait, on leur montre parfois d'autres stratégies où on leur fait gagner, je pense à certains membres qui ont gagné 5-7 points de marge juste sur la méthodo en changeant peut-être, en faisant de la préco, etc. T'as pensé de faire ça? Et voilà. Exactement. Et en fait, en un conseil, et ça c'est ingrat entre guillemets dans l'immobilier, mais en un conseil, tu peux gagner 20, 30, 40, 50, 60 000 balles en fait. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Il y a ce premier élément-là. Le deuxième élément, c'est que le coût d'un échec est hyper important. Tu as 50 000 balles, et mettons que tu perds 25 000 balles sur ta première OP, et ben en fait, tu as perdu 25 000 balles, ce qui semble pas énorme si tu fais une opération à 200 000, mais en fait, comme tu doubles tes fonds propres à chaque fois que tu fais une opération, ben en fait, tu as perdu 1 an. En plus d'avoir perdu 1 an pour faire ton opération, tu as perdu 2 ans au total. Parce que tu as 50 000. Mettons que ton opération elle dure 1 an et à la fin de cette année, tu as perdu 25 000 balles. Tu te retrouves avec 25 000. Et ensuite, pour revenir à 50 000, bah, il faut que tu refasses une opération pendant 1 an. Ouais. Est-ce que déjà, tu as la motive pour refaire une autre opération ? Ensuite, est-ce que tu es OK de dire je reprends 1 an pour être au même point que ce que j'étais au début ? Ouais. Bah, peut-être pas forcément, tu vois. Ensuite, il y a cette notion de, des fois, vaut mieux accepter de prendre la moitié d'un gâteau avec quelqu'un d'autre en association, par exemple, mais d'un gâteau beaucoup plus gros qui va te rapporter beaucoup plus, voire de lever avec l'argent qu'il y a dans le cercle, et de faire peut-être 2-3 opérations, et d'avoir ces 50 000 balles qui tournent pour te verser un revenu complémentaire. En fait, il y a plein de stratégies qui permettent de rentabiliser, entre guillemets, ces 50 000 euros quand tu commences. Ok. Et du coup, évidemment, j'entends souvent en entretien en mode moi je vais faire une OP simple, mais en fait cette OP simple peut avoir plein de scénarios possibles. Et donc c'est là où tu vois le marchand de biens, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas que de l'achat-vente, c'est tout ce qui est entre les deux. Tu peux le décortiquer, l'ingénieriser, le systématiser, enfin il y a plein de trucs à faire, quoi. Et c'est là où ça devient intéressant et stimulant intellectuellement aussi, quoi. Tu parles souvent de la différence entre savoir-faire et savoir-être. Je suis curieux de savoir un peu tu vois, t'as un quadrant, je crois, pour expliquer ça, savoir un peu les différents patterns que tu vois dans les nouveaux membres. Tu parles pas forcément des débutants, des gens qui sont même très avancés, et t'as une manière de l'expliquer que j'aime bien. Ouais, c'est vrai qu'au début, le marchand de biens, quand il commence, le néo, en fait, déjà, il sait qu'il n'y connaît pas grand-chose, et il n'arrive pas forcément à itérer tout de suite. Ensuite, il va acquérir des connaissances, et il y a toujours un stade où il a l'impression que c'est bon, il a un peu tout vu, tout fait, etc. Et c'est le moment où il est le plus à risque, je pense. Parce que, en fait, il a des connaissances théoriques, mais il les a pas encore appliquées. Et du coup, entre la théorie et la pratique, il y a un gap avec des éléments qui vont être, par exemple, humains, avec l'artisan, etc. Et apprendre à discuter avec un artisan, par exemple, c'est pas la même chose qu'apprendre à discuter avec une secrétaire. D'accord. Ils ne parlent pas du tout le même langage, ils vont pas avoir la même manière de réagir, etc. Et ensuite, il y a un moment où tu as acquis ces connaissances, tu sais comment ça se passe, tu sais dérouler, et c'est une phase un peu où tu fais quand même un peu un effort intellectuel pour délivrer ce que tu vas faire. Et après, il y a la phase d'après, qui est vraiment les vieux marchands de biens, entre guillemets, où là, en fait, ils arrivent même pas parfois à t'expliquer comment ils ont fait ou pourquoi ils ont fait ce choix. Ils vont te dire c'est de l'intuition, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont vu tellement d'opérations, ils ont géré tellement de risques, qu'en fait, ils vont réussir à passer au travers des trucs, alors que tu as l'impression qu'en fait, ils se sont même pas posés. Je pense à certains membres, par exemple, qui, des fois, ne modélisent même plus parce qu'ils connaissent tellement bien leur marché et qui bossent vraiment dans une niche qu'en fait, il n'y a pas de sujet. Tu vois, Arnaud Duvivier est clairement ce type de profil. Le mec, en fait, il sait comment ça se passe et il déroule, quoi. Exactement, mais tu vois que c'est la réussite qui arrive en une nuit. En gros, tu vois la réussite, mais tu vois pas tout ce qui s'est passé auparavant, quoi. Les échecs, notamment. Et justement, du coup, c'est quoi le hack ou le conseil peut-être contre-intuitif que tu donnes aux marchands qui arrivent
Donc on a vu le sujet de l'erreur, de faire des échecs. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu donnes comme ça? Alors, le coût caché de faire des visites, par exemple. Moi, je trouve que l'un des fléaux, entre guillemets, de beaucoup de marchands actuellement, c'est de rester assis derrière son écran et de pas connaître son marché. Parce que, ok, j'achète un produit et mon prix de sortie, c'est par exemple 4000 du mètre. Ouais. Pourquoi c'est 4000 du mètre à tel endroit? Pourquoi la rue d'à côté, c'est 4002? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 2 rues à côté, c'est 4005? C'est quoi la dynamique de la ville? Qui achète à cet endroit-là? C'est quoi leurs revenus? Si tu connais leurs revenus, tu connais aussi, en théorie, leur capacité d'endettement avec les critères de l'HSF. Du coup, si par exemple tu vends un produit à 400 000 euros, là où tu as une enveloppe d'endettement pour les gens dans ce secteur-là à 300 000, quand bien même tu vends un bon ratio du mètre carré, en fait, la cible se referme drastiquement. Et ça, en fait, tu vas pas le voir sur tes stats, en fait. Tu vas le voir en sortant, en allant visiter, en te renseignant auprès différents organismes, en discutant avec la boulangère, qui va te dire qu'il y a un nouveau gang de dealers, entre guillemets, qui s'est installé au bas de cet immeuble, et que du coup, quand tu vas faire ta visite, tu vas prendre une décote de 10%. Et en fait, tout ça, tu vas pas l'avoir derrière ton ordinateur, tu vas l'avoir en allant sur le terrain. Et moi, je trouve que les gens négligent vraiment cette notion-là. Tu vois, même dans la construction de l'étude secteur, on fait beaucoup ça au début. Ouais. Apprendre à définir des prix dans un secteur dans lequel tu vas explorer, c'est pas aller sur Meilleur Agent et te dire 3 minutes, tu vois, par exemple, des fois, malheureusement, je connais des agents immobiliers, tu leur dis écoute, cet appart-là, comment tu l'as modélisé? Il fait 100 mètres carrés et c'est 3008 de moyenne. Ouais. Je suis allé sur Meilleur Agent, j'ai pris 3 minutes, j'ai fait x100 et voilà. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. Est-ce qu'il est au 5e étage avec ascenseur, sans ascenseur? C'est pas du tout la même. Ouais. Est-ce qu'il est en centre-ville? Quelle est la vue? Et en fait, le bon prix, c'est le prix de la transaction avec le client. Et tu dois comprendre qu'est-ce qu'il va faire, qui va acheter à ce prix-là ou pas. D'accord. Et justement, est-ce que tu as identifié un profil type qui réussit bien et inversement qui a du mal? Ouais, le profil type qui réussit bien, c'est celui qui va passer à l'action. Ok. Qui va faire ses visites, qui va aussi beaucoup plus faire, de manière générale, et ça c'est dans tous les accompagnements, beaucoup plus faire confiance au coach, à l'accompagnant, même si la vérité qui lui est délivrée lui semble contre-intuitive. Si ça a marché pour d'autres en faisant quelque chose de contre-intuitif, dans ce cas-là, il est vraiment important d'aller tester le pourquoi cet élément contre-intuitif a fonctionné, tu vois. Je pense à un membre justement qui croyait pas à la précom. On te salue. Tu sais qu'on parle de toi. et en fait, il y croyait pas, mais il a dit ok, si vous êtes tous à me dire la même chose, je vais le faire en fait. Et il l'a fait, ça a marché. Et du coup maintenant, il fait même que ça. Ouais. Et en fait, il y a un moment, faut sortir de sa zone de confort et il faut y aller. Pourtant, c'était un marchand qui avait peut-être fait une dizaine d'opérations. Mais ouais. Et qui était déjà assez costaud. Hyper processé. Et typiquement, c'est le genre de marchand où tu te dis, je vais pas avoir grand-chose à t'apporter. Ouais. C'est le genre de personne où tu te dis, ok, pourquoi lui, il va payer X? Ouais. Qu'est-ce qu'il va gagner? Mais en fait, en un conseil, il a rentabilisé. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a fait ce conseil-là. Ouais. Je l'ai vu une fois pour échanger un peu sur son organisation, machin, etc. Et après, je l'ai pas revu, lui, du tout. Pendant 3 mois. Ouais. Et quand on a échangé, taux de satisfaction énorme. Ouais. Et il renouvelle et il est super content, quoi. Et il est en train d'exploser. Il passe en offre 2 même. Ouais, tu vois, énorme. Ouais, c'est ouf. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est l'approche que tu as. Mais après, la plupart des membres... Du coup. Le fait d'écouter et ensuite d'appliquer, de se forcer à faire des choses, de se prendre des portes. Et moi, vraiment, j'y crois dur comme fer. Aller se confronter à la réalité. Voilà, on fait pas du air marchand de biens. Énorme. On fait du marchand de biens. Ça veut dire qu'il faut y aller. Et c'est du commerce. Si tu sais pas ce que tu achètes, ou alors que tu sais pas ce que tu vends ou à qui tu le vends, enfin, je veux dire, demain, tu as une épicerie. Mon père a une épicerie, j'ai tenu la caisse quand j'avais 8 ans. En fait, il achetait des produits parce que les gens lui demandaient des produits ou parce qu'il voyait que c'était ce qui fonctionnait. Okay. Mais s'il achetait ce que lui, il pensait être bon, et par exemple, tu vois, c'est souvent un problème avec certains membres qui viennent du locatif, c'est que pour eux, la bonne OP, c'est l'OP où eux achèteraient. Ouais, c'est ça. Mais déjà, par définition, si tu fais du locatif, t'es pas dans la tranche générale de la population. Or, tout le monde a un besoin de logement, que ce soit en locatif ou en résidence principale, à l'acquisition. Et du coup, c'est un sujet universel. Donc, si ta cible, c'est le 1% de la population,
déjà, ça se passe pas forcément bien. Après, tu peux avoir un marché de niche et devenir le spécialiste. Mais encore une fois, le 20-80, ça marche toujours. Bon, je pense qu'on peut conclure sur ça, si ça te va. Yes. J'ai presque avec envie de me plaisir. lancer, ça y est. Merci Faisal. C'était hyper intéressant en tout cas. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui ont envie de se lancer et qui hésitent Non, bah, échangez avec nous si vous avez des doutes. Ouais. Appelez les équipes du CERF qui sauront échanger et voir un peu ce qu'il en est. Après, c'est vrai qu'on filtre quand même pas mal pour le coup. Ouais. Les gens qui rentrent, on est assez sélectif, notamment sur les accointances, entre guillemets, entre les membres. On appelle ça le culture fit. Ouais, culture fit, exactement. J'avais pas le terme que vous utilisez en interne. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est que derrière, les autres membres avec qui vous pouvez potentiellement faire des associations, eh bien, ça match. Eh bien, n'hésitez pas à échanger avec nos équipes pour voir si on a les réponses à vos questions. Et de toute façon, on vous dira si ça marche pas. Carrément. Et puis, s'il faut échanger, si vous voulez nous contacter, il n'y a aucun problème. On est joignable. Trop cool. Voilà. Bah, merci beaucoup Faisal, c'était trop bien. Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli. Bah, c'était encore une fois un grand plaisir. Il y a plein de petites cacahuètes tout au long de l'épisode que j'ai trouvé super intéressant, que du coup, chers auditeurs, vous pouvez implémenter aussi dans votre quotidien si vous hésitez, si vous êtes déjà lancé, si vous êtes déjà expérimenté. Si vous avez des questions pour Faisal, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il y a plein de questions que vous avez. On s'engage, et Faisal, il ne l'a pas encore dit, mais il s'engage aussi à répondre à toutes les questions que vous allez lui poser. Il y en aura plein. Donc, avec plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment autant que moi. Je vous dis du coup à la semaine prochaine. C'était PE et Faisal, et à bientôt. Ciao. Salut.